Mesdames et messieurs les journalistes qui êtes à la fois devant nous physiquement et aussi en visio, que je salue, monsieur le rapporteur, chers collègues membres du groupe de travail sénatorial sur les institutions, notamment les présidents de groupe présents et leurs représentants, au début de son premier mandat, c'était le 3 juillet 2017, devant le Parlement réuni en congrès, le président de la République avait annoncé son intention de procéder à une révision de la Constitution. Il s'était alors fixé plusieurs objectifs. Réduire le nombre de parlementaires, limiter le nombre de mandats consécutifs dans le temps, réformer la procédure législative, renforcer la fonction de contrôle du Parlement et moderniser certaines juridictions. Nous avions alors constitué un groupe de travail réunissant l'ensemble des forces politiques du Sénat, qui a remis en janvier 2018 au président de la République ses 40 propositions, articulées autour de 4 axes. Assurer la représentation au Parlement de tous les territoires de la République dans leur diversité, rénover le travail parlementaire au service de la qualité de la loi et de la lutte contre l'inflation normative, renforcer la fonction de contrôle et d'évaluation du Parlement au service d'une démocratie plus exigeante. Adapter, c'était le 4e axe, le fonctionnement de certaines de nos institutions. Les projets de révision constitutionnelle portés par le président de la République ont toutefois échoué par 2 fois. Le projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace a été retiré de l'ordre du jour en juillet 2018, alors que son examen avait débuté à l'Assemblée nationale, tandis que le projet de loi constitutionnelle pour un renouveau de la vie démocratique, qui lui avait été déposé en août 2019, n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour du Parlement. Après sa réélection, en mai 2022, dans le contexte d'une Assemblée nationale sans majorité, le chef de l'État a voulu reprendre l'initiative d'une réforme institutionnelle, annonçant la création d'une commission transpartisane. Cette instance n'a pas, à aujourd'hui, été mise en place. Les rencontres de Saint-Denis, qui procèdent d'une conception assez identique, se sont tenues à 3 reprises. Elles n'ont pas donné lieu à des traductions concrètes aujourd'hui. Dès novembre 2022, j'ai donc souhaité que le Sénat engage de façon transpartisane, ce qui fait d'ailleurs sa spécificité, une réflexion sur la pertinence d'un certain nombre d'évolutions de nos institutions, bien entendu en ce qui me concerne, dans l'esprit de la Ve République. Nous avons reconstitué notre groupe de travail sur la réforme des institutions, composé de représentants de chacun des groupes politiques, sur leurs propositions des groupes politiques. François-Noël Buffet, comme président de la commission des lois, en a été désigné rapporteur. Collectivement, au cours de 10 réunions qui sont déroulées de l'automne 2022 au début du printemps 2024, nous avons recherché les voies et moyens, sur d'ailleurs fond d'une crise de confiance envers la politique et les politiques. Nous nous sommes donné l'objectif de rechercher les voies et moyens d'une meilleure proximité avec les citoyens, d'un renforcement du mandat local, d'un rééquilibrage des pouvoirs entre l'exécutif et le Parlement. Nous avons également consacré l'une de nos séances de travail à l'avenir institutionnel des Outre-mer, en présence de la présidente de la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Ce sujet, qui mérite de poursuivre la réflexion, fera l'objet de réunions futures et n'est donc pas intégré au rapport. À la lumière de ces échanges, le groupe de travail a montré que, s'il n'apparaît pas pertinent de transformer certains champs institutionnels, d'autres méritent des évolutions. À l'initiative de son rapporteur, le groupe de travail a ainsi retenu 20 propositions qui s'articulent autour de 5 axes. Favoriser l'ancrage territorial des parlementaires et dynamiser la démocratie locale. Faciliter et sécuriser les consultations nationales. Favoriser l'exercice par les élus locaux de leurs fonctions et les sécuriser. Renforcer les pouvoirs de contrôle du Parlement. Renforcer l'efficacité de la procédure parlementaire et le respect des prérogatives du Parlement. Ces propositions
qui vont vous être présentés dans quelques instants par notre rapporteur, ont été adoptés lors de la réunion conclusive du groupe de travail à la majorité des suffrages exprimés. Cela nous a conduit à ne pas pouvoir conclure en l'état sur des sujets importants, faute de position majoritaire. Ce sont les limites des groupes de travail transpartisans. Il faut les accepter comme tels. Je pense notamment à la question du quinquennat renouvelable ou du septennat. Je pense au Conseil supérieur de la magistrature et à son évolution. Concernant la Cour de justice de la République, il n'y a pas eu de position majoritaire. Mais je crois que nous n'échapperons pas à une réflexion. À titre personnel, je ne souhaite pas de changement, sauf en ce qui concerne la Chambre de l'instruction. Les contributions des groupes politiques ont été annexées au rapport, vous les trouverez. Elles expriment la diversité des positions. S'agissant de la proportionnelle, sujet très actuel, que nous n'avons pas traité, car elle concerne l'Assemblée nationale. Je me suis exprimé à titre personnel sur le sujet, conformément à une position fixée en 2019. Je la rappelle, stabilité du nombre des parlementaires, une dose de proportionnelle, on avait à l'époque chiffré autour de 25% maximum, et bien entendu, parallèlement, c'est notre proposition numéro 1 qui va vous être présentée dans un instant, le rétablissement de la possibilité d'exercer un mandat parlementaire et un mandat exécutif local, qui est, j'allais dire, ancré avec cette éventuelle évolution, qui est pour nous source de proximité. Je vais maintenant laisser la parole à notre rapporteur François-Noël Buffet, qui va vous présenter les 20 propositions du groupe de travail. Et ensuite, eh bien, les représentants de chaque groupe politique, soit présidents, soit qui ont participé à notre groupe de travail, pourront s'exprimer et donner leur point de vue. Monsieur le rapporteur, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 20 propositions pour une évolution institutionnelle. Voilà le contenu du rapport. 5 axes ont été déterminés, distincts et complémentaires. Je vais vous proposer d'évoquer à ce stade les propositions que l'on considère les plus importantes. Non pas que les autres ne le soient pas, mais ce serait probablement trop long. Partant du constat de l'accroissement du sentiment de déconnexion entre nos concitoyens et leurs représentants, il a tout d'abord semblé nécessaire au groupe de travail de retrouver l'ancrage territorial des parlementaires. C'est le premier axe. À cette fin, notre groupe propose de rétablir le principe du cumul entre le mandat parlementaire et le mandat exécutif local, ainsi que la règle, qui est une conséquence évidente, de l'écrêtement du cumul des indemnités dans la limite d'une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire de base. Ce point est évidemment important. L'idée est de rendre à nouveau applicables les règles du cumul de mandats et d'indemnités telles qu'elles prévalaient d'ailleurs avant la réforme du 14 février 2014. C'est aussi le gage d'une plus grande proximité des représentants de la nation avec les citoyens et de leur réelle connaissance de l'action locale. L'expérience, je le rajoute, vécue depuis quelques années maintenant, semble démontrer, au regard de tous, de l'utilité de ce cumul de mandats et les expériences nourrissant l'une et l'autre. Le Sénat a déjà eu l'occasion de le rappeler, les instruments de démocratie directe ou participative ne peuvent se développer que dans le cadre fondamental que constitue la démocratie représentative. Ils doivent donc se concevoir en complément du rôle des représentants de la nation et en aucune manière ou d'aucune manière à leur place. Ce préalable étant posé, il n'en apparaît pas moins souhaitable de faciliter le recours au référendum et de sécuriser la consultation des électeurs. C'est le deuxième axe. En particulier, le groupe de travail recommande de modifier les règles relatives au référendum d'initiative partagée, connu sous l'acronyme de RIP, notamment dans l'objectif de rendre cette procédure plus accessible. Il est ainsi proposé d'abaisser de 1/10 à 1/20 du corps électoral le nombre de soutiens des électeurs requis
pour valider la troisième étape du dépôt d'une proposition de loi référendaire. Concrètement, comment cela se traduit? Cela reviendrait à passer d'un seuil de 4 870 000 électeurs à un seuil de 2 430 000 électeurs, ce qui, évidemment, favoriserait sa mise en œuvre. Parallèlement, le groupe propose de mieux assurer la complémentarité du RIP par rapport aux lois examinées par le Parlement, en prévoyant notamment que celui-ci ne puisse porter sur le même objet qu'une disposition introduite au cours de la législature et en cours de discussion au Parlement, ou définitivement adoptée mais non promulguée. L'idée étant, et vous comprenez bien, que le RIP ne soit pas non plus dévoyé de son objectif. Nous ne répondrons pas aux maux, évidemment, que traverse actuellement notre démocratie représentative si nous ne sommes pas capables de trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les élus de première ligne, on les nomme ainsi aujourd'hui, à savoir les élus locaux. C'est donc en prévision de ce troisième axe que le groupe de travail a jugé indispensable de réfléchir aux moyens de clarifier la responsabilité des élus dans l'exercice de leurs fonctions. Sujet important, mais sujet aussi sensible, naturellement. Aujourd'hui, la crainte pour les élus locaux de voir leurs responsabilités pénales mises en jeu dans l'exercice de leurs prérogatives quotidiennes, dans des conditions parfois mal définies et vécues comme injustes par beaucoup d'entre eux, est un élément majeur de la désaffection des fonctions exécutives locales, et en premier lieu celle de maire. Je voudrais préciser à ce stade que la démarche ne consiste pas à protéger absolument les élus locaux. Qu'on soit bien clair entre nous, il s'agit simplement de bien cadrer les conditions dans lesquelles leurs responsabilités, singulièrement leur responsabilité pénale, puissent être engagées. Il est donc urgent d'œuvrer en faveur d'un régime de responsabilité pénale des élus locaux qui soit adapté et proportionné, et ce notamment en clarifiant les règles relatives à la prise illégale d'intérêt. Force est de constater que celle-ci semble aujourd'hui pouvoir être très facilement caractérisée, sans que les élus eux-mêmes mis en cause n'aient poursuivi d'ailleurs un intérêt personnel, ni même porté atteinte à l'intérêt général. Ce n'est pas un principe général, mais c'est un constat qui a été fait, qui peut être fait très facilement, très objectivement, et que si pour certains il n'y a pas de difficulté, la poursuite pénale doit bien être présente, pour d'autres, il convient tout de même d'avoir un peu plus de mesure, car nous savons tous ici que les conséquences de ces débats-là ne sont pas neutres. C'est la raison pour laquelle le groupe de travail suggère donc un ensemble d'ajustements. Alors les ajustements sont importants. Tout d'abord, il propose, le groupe, naturellement, de limiter l'intérêt moral compris dans le champ de la prise illégale d'intérêt en énumérant les intérêts familiaux et en visant l'intensité des liens extrafamiliaux susceptibles de constituer un tel intérêt. Il faudra donc définir quel est le niveau de ces liens. On s'appuiera d'ailleurs sur plusieurs rapports qui ont été rendus sur ce sujet. Ensuite, le groupe le travail invite à renforcer l'élément intentionnel de l'infraction. Ça, c'est absolument important. Dans toute infraction pénale, notamment, l'élément intentionnel est caractéristique de la volonté de frauder. Et c'est donc un élément constitutif de toute infraction pénale. Il faudra donc renforcer cet élément intentionnel, en tous les cas sa caractérisation. Enfin, il recommande d'inscrire dans la loi le fait qu'il ne peut y avoir de conflit d'intérêts entre deux intérêts publics, par exemple entre une commune et une société d'économie mixte. Il n'est pas rare qu'un élu d'une collectivité locale, appartenant à l'exécutif ou pas d'ailleurs de cette collectivité locale, siège également pour le compte de cette collectivité locale dans un syndicat d'économie mixte ou un autre établissement à caractère public, et que dans ces cas-là, bien évidemment, on comprend bien qu'il est là pour défendre les intérêts de la collectivité qu'il représente ou de la société plutôt dans laquelle il siège, et que dans ces conditions-là, quand il y a deux intérêts publics, il ne pourrait y avoir de conflit d'intérêts. Comme vous le savez, ces propositions ont été en partie, alors évidemment, mis à part tout enrichissement personnel, ça c'est une autre affaire, hein, bien sûr. Comme vous le savez, ces propositions ont été en partie, transcrites dans la proposition de loi portant création du statut de l'élu local, qui a été adoptée par le Sénat le 7 mars dernier. Le groupe de travail souligne par conséquent la nécessité de mener à son terme la navette parlementaire afin d'inscrire ces modifications rapidement dans la loi. Nous sommes donc dans l'attente, en réalité, que l'Assemblée nationale prenne ce texte et puis, naturellement, débatte, délibère. Et sur ce point-là, je crois que nous pourrions avoir un accord.
Par ailleurs, le groupe s'est également prononcé en faveur du renforcement de la protection des élus face aux menaces et accidents subis dans l'exercice de leurs fonctions. C'est un sujet bien sûr important et qui s'est plutôt révélé. Il existait déjà, mais que l'on a vu dans le cadre des émeutes et la particularité de la responsabilité, enfin de la protection fonctionnelle des élus eux-mêmes paraît essentielle. Il faut progresser. Enfin, le quatrième axe, c'est le renforcement des pouvoirs de contrôle du Parlement. C'est évidemment un sujet important aussi. Le Parlement doit jouer son rôle, pleinement son rôle, ne doit pas être contourné, il doit être respecté, même si l'on peut comprendre que parfois l'exécutif est un pouvoir exorbitant en raison de la mission qui est la sienne, mais en aucun cas le Parlement doit être contourné. Alors ce ne sera pas la première fois que le Sénat le note, pour le déplorer. Le recours aux ordonnances par le gouvernement non seulement constitue une tendance de fond, mais aussi s'accentue ces dernières années. Je rappellerai qu'entre le mois de mai 2017 et le mois de mars 2022, pas moins de 338 ordonnances ont été publiées, soit 67 ordonnances par an sur cette période. J'en conviens, il faut le dire, qu'il y a eu la période Covid, qui a été vraiment aussi un peu particulière, mais tout de même. Parallèlement, la ratification du stock d'ordonnances publiées a diminué sur les 15 dernières années. C'est un sujet. À cette tendance s'ajoute le revirement récent, ça est important de le noter, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la portée des ordonnances non ratifiées, puisque je rappelle qu'un arrêt du 28 mai 2020 a estimé que dès lors que le délai d'habilitation est expiré, la disposition d'une ordonnance doit être regardée, je cite, regardée comme une disposition législative. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le Parlement ayant habilité le gouvernement a la possibilité de revenir sur le texte, l'ordonnance du gouvernement. On considère que si ce n'est pas ratifié, ce n'est pas bien grave, ça a quand même valeur législative. C'est un sujet de discussion, à défaut, c'est un sujet de polémique. Il paraît important de rétablir l'équilibre en vigueur avec le revirement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de préserver la prérogative du Parlement de voter la loi. Aussi, le groupe de travail propose-t-il de clarifier le régime des ordonnances en réaffirmant les dispositions adoptées par le Sénat au mois de novembre 2021, en précisant d'ailleurs à l'article 38 de la Constitution les points suivants. D'une part, que les ordonnances n'acquièrent force de loi qu'à compter de leur ratification expresse. En aucun cas, elles ne pourraient obtenir cette qualification législative. Et d'autre part, que jusqu'à cette ratification, elles n'ont qu'une valeur réglementaire. Pas tout à fait inutile, c'est un commentaire personnel de respecter la hiérarchie des normes, ça me paraît à peu près logique. De plus, dans la continuité à la fois des conclusions du précédent groupe de travail du Sénat sur la révision constitutionnelle présentée au mois de janvier 2018, Monsieur le Président, le groupe de travail invite à mieux encadrer le recours aux ordonnances par l'adoption de 4 mesures distinctes et complémentaires. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'on veut conditionner, ou en tous les cas effectuer quelques critères lorsqu'on nous demande de légiférer par voie d'ordonnance. Alors, en premier lieu, toute demande d'habilitation du gouvernement devrait être attachée, outre les cas d'urgence caractérisés. Il peut y en avoir. L'affaire du Covid est un exemple. À l'un des 4 objets suivants. 1. L'exécution du programme du gouvernement ou de sa déclaration de politique générale au sens de l'article 49 de la Constitution, ceci sous le contrôle, évidemment, du Conseil constitutionnel. 2. La codification à droit constant. Rappelez-vous la discussion que nous avons eue là-dessus lorsqu'il s'agissait de modifier, ou lorsqu'il s'agit de discuter de la modification du Code de procédure pénale. La notion de droit constant, on l'a interrogée. En tous les cas, ça a été un débat. L'adaptation des lois dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution et la transposition de directives de l'Union européenne. En deuxième lieu, la loi d'habilitation devrait définir avec précision le domaine d'intervention, l'objet et la finalité des mesures que le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, ce qui évidemment permettrait dans ces cas-là au Conseil constitutionnel de pouvoir exercer son pouvoir de contrôle. Troisième lieu, le délai d'habilitation ne pourrait excéder 12 mois à compter de la promulgation de la loi d'habilitation. L'idée d'avoir quand même un périmètre de temps qui soit parfaitement déterminé est tout à fait respectable, bien sûr. En dernier lieu, la ratification expresse des ordonnances deviendrait obligatoire dans les 18 mois suivant leur publication, à peine de caducité, donc finalement au bout du compte une sanction dans le fait de ne pas avoir fait ratifier. Le deuxième grand point dans ce domaine, c'est la préservation des prérogatives du Parlement, passe également par un renforcement de ses pouvoirs de contrôle sur les nominations faites par le président de la République aux postes les plus importants pour la vie de la nation. En conséquence, la révision constitutionnelle de 2008, rappelez-vous, les titulaires de plus de 60
d'une soixantaine d'emplois ou fonctions sont nommés par le président de la République après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. C'est seulement lorsque l'addition, et c'est le principe que je rappelle, lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins 3/5 des suffrages exprimés au sein des deux commissions, que le président de la République ne peut procéder à la nomination projetée. C'est la règle actuelle. Or, dorénavant fréquente, plus exactement, la situation dans laquelle le candidat proposé par le président de la République pour occuper l'une des fonctions concernées est validé alors même que l'opposition à cette nomination dans l'une des deux chambres, voire dans l'ensemble des deux chambres, est assez nette, pour ne pas dire qualifiée. Il nous semble que cette situation ne correspond pas totalement à la vie démocratique que nous défendons et donc il s'agirait de modifier. C'est pourquoi le groupe de travail juge nécessaire de renforcer le pouvoir de contrôle des assemblées parlementaires. À cette fin, nous suggérons que le veto du Parlement s'applique dès le seuil des 3/5, il n'est pas changé, de vote négatif, mais lorsque celui-ci est atteint dans une des deux commissions permanentes, et plus sur le cumul des deux commissions de l'Assemblée et du Sénat. Enfin, de manière à renforcer la démocratie parlementaire, il convient également d'améliorer le droit à l'information du Parlement. Nous avons, de ce point de vue-là, deux propositions à faire. En premier lieu, la procédure actuelle de désignation des membres français, naturellement, de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union européenne mériterait de gagner en transparence, on s'en rend compte dans la vie quotidienne, naturellement, enfin la nôtre de vie quotidienne, et d'associer davantage le Parlement. C'est pourquoi le groupe estime souhaitable d'organiser à minima, on ne va pas très loin quand même, mais à minima, une audition par les commissions spécialisées de deux assemblées parlementaires des candidats présentés par la France au poste de magistrat, enfin de juge, à la CEDH et à la CJUE. En second lieu, au regard du degré élevé de probabilité des nouvelles interventions extérieures, le groupe de travail propose de réaffirmer une proposition qui avait été formulée d'ailleurs dans le rapport de 2018 par le précédent groupe sur la révision constitutionnelle. Il est ainsi suggéré de modifier les dispositions de l'article 35 de la Constitution pour organiser un débat annuel sur l'ensemble des interventions militaires à l'étranger qui ont fait l'objet, dans l'année qui précède, bien sûr, d'une autorisation de prolongation à l'expiration du délai de 4 mois. À l'issue du débat, chaque intervention faisant l'objet d'un vote distinct. Enfin, nous nous sommes penchés sur le dernier point, et qui n'est pas des moindres non plus, qui est celui de la procédure parlementaire, et en particulier aux conditions de recevabilité des amendements prévus par les dispositions de l'article 45 de la Constitution. Le Parlement ne peut, en tous les cas, se satisfaire, le Sénat ne l'est pas, de la situation actuelle, marquée par une jurisprudence particulièrement stricte du Conseil constitutionnel. L'interprétation actuelle qui en est faite, et l'objectif n'est pas de déclencher une quelconque polémique, l'objectif est de poser le problème. L'interprétation actuelle faite de l'article 45 conduit en effet à déclarer irrecevables des dispositions qui ne semblent pourtant pas totalement dépourvues de lien avec la thématique générale du texte déposé. Je rappelle qu'actuellement, la rédaction prévoit que l'amendement peut être retenu s'il a un lien direct ou indirect avec le texte. Or, la décision qui a été rendue, connue de tous par le Conseil constitutionnel sur le texte relatif à l'immigration, constitue une étape marquante à cet égard. Plus de 20 articles ont été censurés par le Conseil en totalité ou en partie pour avoir été adoptés en méconnaissance des dispositions du dit article, alors que pour la plupart, ils étaient bien en relation directe ou indirecte avec la problématique migratoire. On peut discuter du fond de la mesure. Ça, on n'est pas forcément obligé d'être d'accord sur le fond de la mesure, naturellement, bien sûr. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il n'empêche que sur la recevabilité, la discussion, la recevabilité de l'amendement du sujet, il peut y avoir débat. Dans ce contexte, nous proposons que soient considérés comme recevables les amendements qui relèvent d'une matière présentant un lien même direct, même indirect, avec le texte proposé. Pourquoi le thème de matière? Parce que l'interprétation qui est faite actuellement par le Conseil constitutionnel est une interprétation extrêmement stricte. Il faut que l'amendement soit en lien non seulement avec le texte, bien évidemment, mais avec les sujets traités dans les articles, article par article. Donc la ligne d'avancée, elle est très serrée. L'idée de dire la matière, c'est un terme qui d'ailleurs constitutionnellement est déjà connu, puisqu'il est dans le cadre des dispositions de l'article 73 et 74 de la Constitution, donc ce n'est pas un ovni juridique. En revanche, ça permet d'ouvrir
un peu quand même le débat. On assouplit les règles relatives à l'initiative parlementaire tout en continuant de jouer le rôle de filtre, ça c'est important quand même, qui rend nécessaire l'objectif de qualité et de clarté du débat parlementaire et in fine l'objectif d'intelligibilité de la loi. Ça permet surtout quand même, et on peut se le dire nous-mêmes, d'éviter une inflation législative massive. Nous nous connaissons tous ici, on est assez en capacité assez facilement de déposer des amendements. Je terminerai en indiquant que le groupe de travail réaffirme l'ensemble des propositions du groupe de travail qui ont été proposées en janvier 2018 relatives à la procédure parlementaire. Parmi elles figure notamment l'encadrement par le gouvernement de la faculté d'engager la procédure accélérée. Vous savez que c'est un sujet de discussion permanent. Voici les principales propositions formulées par notre groupe autour du président du Sénat. Beaucoup de mesures proposées relèvent de la constitutionnelle, d'autres organiques, parfois simplement ordinaires. Maintenant, évidemment, il faut trouver le moyen de les mettre en œuvre. Il y a d'autres mesures qui sont proposées, j'allais presque dire beaucoup plus techniques, qui sont dans le rapport, mais qui sont très utiles, en particulier sur le travail parlementaire. Vous avez trouvé sans doute dans votre document ce petit document qui résume parfaitement l'ensemble de ces 20 propositions. Merci de votre attention. Merci. Je vais donner la parole responsable des groupes politiques qui sont ici. On va commencer par le groupe des Républicains. Je rappelle qu'il y avait 4 membres du groupe des Républicains, Bruno Retailleau, Philippe Bas, Zachal et Stéphane Le Rudulier. Oui, tu sais, par micro. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, vous aurez remarqué que c'est une manie bien française que la bougeotte constitutionnelle. Chaque président de la République se croit obligé de faire des propositions. Il y parvient, parfois, pas toujours, mais en tout cas, aujourd'hui, on pourrait dire présider, c'est réviser. Je dis que c'est une manie très française. Il y a eu une accélération depuis 30 ans des révisions constitutionnelles. Pas sûr que la France aille beaucoup mieux pour autant. En revanche, et ça a été l'esprit et l'initiative du président Gérard Larcher, à partir du moment où un président de République se positionne pour vouloir réformer la Constitution, il nous fallait, nous, de façon transpartisane, étudier les pistes et les propositions que le Sénat, une des 2 chambres du Parlement, pouvait être amené à faire. Je rejoins totalement, je voudrais remercier d'ailleurs notre rapporteur François Buffet, qui a fait une bonne synthèse des propositions qui ont été travaillées durant un certain nombre de séquences de travail. J'ajouterais peut-être quelques propositions qui étaient moins consensuelles peut-être, qui n'ont pas pu être retenues, qui recoupent d'ailleurs les propos introductifs du président Gérard Larcher. Mais dès lors qu'on ouvre une page d'une réforme constitutionnelle, je pense qu'il faut s'attacher à essayer d'apporter des remèdes à des dérèglements. Et je pense qu'on a bougé la Constitution, on a bougé un certain nombre de textes, j'y reviendrai, et depuis 1958, la Constitution de la Ve République a été parfois altérée, et il y a des déséquilibres qui se sont créés. Je voudrais en citer 3 qui feront l'objet en même temps de quelques propositions, mais très rapidement, pour compléter les propos de François Noël. Premier déséquilibre, ça a été le quinquennat, bien sûr, mais surtout l'inversion des calendriers entre la présidentielle et puis les législatives, avec une cannibalisation par la présidentielle des élections législatives. Le résultat, c'est l'hystérisation de la fonction présidentielle, c'est l'attrition de la fonction primo-ministérielle et c'est l'affaiblissement du Parlement. Je pense qu'on pourrait étudier cette idée d'une désynchronisation pour libérer l'agenda du Parlement de celui de la présidentielle. Premier déséquilibre, premier équilibre qu'il faudrait retrouver. Deuxième déséquilibre, on le voit bien à travers le malaise démocratique. Je pense que le moment est venu de mieux réarticuler la représentation, en tout cas la démocratie représentative. Je suis parlementaire, je suis favorable à la démocratie représentative et je pense que tous les sujets ne peuvent pas être traités par la voie du référendum. Je pense profondément que ce qu'on appelle la démocratie participative, par exemple les conventions citoyennes, qui font appel au tirage au sort, que je surnomme moi comme étant une démocratie de la courte paille, la démocratie du hasard, ça ne peut pas remplacer la démocratie directe. Donc réarticuler la démocratie représentative et la démocratie directe par la voie du référendum, je pense que c'est une exigence
Une partie de cette exigence a été prise en compte par le groupe de travail et a fait l'objet d'un consensus à travers les différentes modalités par lesquelles nous proposons de modifier la règle du RIP, du référendum d'initiative partagée. Mon groupe estime qu'il faudrait aller plus loin au-delà du RIP et qu'on devrait pouvoir élargir. C'est la question de l'élargissement du périmètre de l'article 11. Ça, c'est le deuxième déséquilibre, un nouvel équilibre pour revenir à l'esprit gaullien de nos institutions. Le général de Gaulle a toujours exprimé à la fois son attachement à une démocratie parlementaire, mais aussi à l'appel à la souveraineté populaire, c'est-à-dire au peuple de façon assez récurrente. Troisième déséquilibre, c'est ce déséquilibre entre l'état de droit et la démocratie. Qui fait la loi? Quelle est la bonne répartition des pouvoirs? Qui fait la loi entre le Parlement et le gouvernement? Je remercie, c'est un de mes dadas sur l'article 38 et les ordonnances. Enfin, vous avez quand même une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui dit tout à coup, un jour, jurisprudence du 28 mai 2020, désormais, une ordonnance n'a pas besoin d'être ratifiée pour que la matière ne soit pas une matière réglementaire, mais une matière législative. Donc forcément, le gouvernement arrête pratiquement de ratifier. Est-ce que c'est satisfaisant? Non. Là, c'est une blessure, je pense, à l'esprit de nos institutions et à la Constitution, la lettre de la Constitution. La révision, d'ailleurs, sans parler de l'article 45, monsieur le rapporteur. La révision 2008 avait ajouté une phrase au deuxième alinéa de l'article 38 en disant « elles ne peuvent être ratifiées qu'expressément ». Donc ça, c'est la lettre. Et on a une décision du Conseil constitutionnel qui va dans l'autre sens. Donc je me rallie, bien entendu, et ça fait l'objet d'un consensus, à cette idée qu'il faille envisager le fait qu'une ordonnance ne peut devenir loi, n'acquiert force de loi que lorsqu'elle est vraiment expressément ratifiée. Mais on ne devrait pas avoir à y revenir, puisque c'est la lettre même de la Constitution. Donc il y a quand même un petit problème. Qui fait la loi? Est-ce que c'est le gouvernement ou est-ce que c'est le Parlement? Premier point. Qui fait la loi aussi? Est-ce que c'est le Parlement, le peuple souverain, ou est-ce que c'est le juge? Est-ce que le juge se saisit de la plume de législateur? Jean Carbonnier avait dit un jour, il avait parlé d'un droit affranchi des règles. Mais on en est là sur un certain nombre de jurisprudences. Tu as cité l'article 45. Nous avions fait, nous, des propositions sur la modification de la Constitution pour prévoir des mécanismes où, comment dirais-je, on puisse ramener les décisions dans la voie de la démocratie. Mais il faut, je rappelle qu'un État de droit, c'est bien sûr des normes, une hiérarchie des normes, un contrôle juridictionnel, mais la source de l'État de droit, c'est la souveraineté populaire. C'est la souveraineté populaire. Donc il ne faut pas s'en écarter et je tiens à le redire. Je conclurai, puisque le Président en a parlé très rapidement dans son propos, en matière d'autorité judiciaire. Je pense que la question désormais n'est pas tellement la question de l'indépendance, mais la question de l'impartialité. Moi, je suis favorable pour que le Conseil supérieur de la magistrature puisse être modifié, d'abord en modifiant la représentativité de ceux qui sont élus. C'est le seul mode du scrutin, il est unique en matière de fonction publique. Je suis pour une règle, un magistrat, une voix. Voilà, je suis pour qu'il y ait une séparation bien-être dans le Conseil supérieur de la magistrature, entre la formation qui s'occupe, la composition de ce conseil, qui va s'occuper des promotions, et celle qui va s'occuper de la discipline, pour qu'il n'y ait pas, si j'ose dire, un brouillage et qu'il n'y ait pas, on respecte la règle de juger parti, ça n'est pas possible. Je pense que ça c'est important, une modification du mode de scrutin et aussi une clarification dans la composition chargée de régler la carrière des magistrats et la composition chargée de la discipline, voilà, notamment professionnelle. Et je terminerai pour dire qu'en matière justement d'impartialité, il y a le respect quand même de l'ordonnance, je le redis, du 22 décembre 1958 sur le statut des magistrats. Je rappelle que l'article 10 interdit toute délibération politique aux magistrats. Le mur des cons, ça n'est pas ça. Une contre-circulaire adressée en contrepoint à la circulaire du garde des Sceaux pour donner un guide pratique
et enfreindre la loi et ne pas être condamné, est-ce bien le rôle des organisations professionnelles, des syndicats de la magistrature? La participation à une manifestation le 23 septembre aux côtés d'un certain nombre de mouvements qui proclament que la police tue, est-ce bien le rôle de fonctionnaires magistrats? Je pense que cette clarification-là, certes, le CSM a été saisi par le garde des Sceaux. J'ai lu la conclusion d'ailleurs de cette saisine. Grosso modo, au passé circulé, il n'y a rien à voir, mais ça pose problème. Je pense qu'il nous faut une justice parfaitement impartiale pour que les Français puissent s'y reconnaître et que les magistrats rendent cette justice au nom précisément du peuple français. Merci. Président Canet. Merci, Président. Messieurs les présidents, Président Larcher, Président Buffet, quelques mots dans peut-être un petit tunnel d'intervention. On va essayer d'être le plus rapide possible. Tout d'abord, pour me féliciter de la forme du travail qui a été mené. La première série avait abouti à 40 propositions, la deuxième à 20 propositions que vous avez sous les yeux. Et je tiens à préciser que les oppositions au Sénat ont été très respectées et nous avons pu, avec un grand remerciement de notre part, donc faire paraître dans le document final nos contributions. Pour ce qui nous concerne, voilà, donc nous avons fait une grosse contribution puisque nous avons été volontaires pour évoquer des items qui n'étaient pas initialement traités par notre commission de travail. Vous les retrouverez dans le détail. J'y reviendrai globalement dans quelques instants. Dire que ce travail donc transpartisan aboutit néanmoins à une proposition qui est plus fléchée politiquement. Ça n'aura trompé personne, même si sur toute une série de réformes, nous apportons notre soutien. La réforme du Conseil constitutionnel, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, la réforme du régime des ordonnances, la réforme de la procédure parlementaire ou encore l'encadrement positif des droits et devoirs des élus locaux. Nous y sommes favorables, avec peut-être des réserves, des nuances, mais en tout cas, l'esprit est là et nous le partageons. Je remarque aussi que des irritants, pour reprendre une formule consacrée aujourd'hui, ont été écartés des propositions finales. Je pense à un irritant pour nous qui était la suppression de la limitation dans le temps du mandat présidentiel. Ça a été sur la table, ça ne l'est plus, c'est tant mieux pour ce qui nous concerne, ou le rétablissement de l'anonymat des parrainages. Donc pour l'élection présidentielle, nous étions défavorables à ce rétablissement de l'anonymat des parrainages. Ça n'y est plus, donc je prends acte avec un élément positif de ce travail. Néanmoins, nous avons des remarques négatives, ou en tout cas plus que réservées sur certaines propositions. Je n'ai pas le temps de les évoquer toutes, mais la question du retour sur le cumul des mandats est pour nous une ligne rouge que je tiens à rappeler. Nous sommes favorables à la limitation du cumul des mandats, en rappelant simplement que cette limitation est extrêmement partielle, puisque c'est la limitation entre un mandat parlementaire et un mandat exécutif local. Qu'un parlementaire peut être conseiller municipal, conseiller départemental, conseiller régional, et que par ce biais-là, il a donc toute l'occasion de garder son empreinte et son implication locale. Donc la réforme de 2014, nous ne souhaitons pas qu'elle soit modifiée aujourd'hui, sachant en tirer plutôt le bénéfice sur la mobilisation des parlementaires au sein des deux chambres. C'est un élément important pour nous de le rappeler. Sur les propositions complémentaires que nous pouvions apporter et que vous retrouverez dans notre contribution imprimée dans le document final de cette commission, ce que nous voulons faire passer comme message, c'est qu'il faut démocratiser la démocratie, en prenant les citoyens, les démocraties au sérieux. Ça a été évoqué par mon collègue Bruno Retailleau. La démocratie participative, ça a un sens. Ce n'est pas qu'un engagement formel. Ça doit aussi se concrétiser dans toute une série de mises en œuvre que vous retrouverez. L'accès au mandat doit être repensé pour donner la possibilité à l'ensemble de la population d'être mieux représentée. Le référendum doit être vu comme un mode normal de participation, notamment localement, en créant une instance dédiée à la consultation des populations locales. Mise en place aussi ce que nous proposons de mesures techniques, avec par exemple l'inscription automatique sur les listes électorales, la prise en compte d'une manière à déterminer du vote blanc, une réflexion sur le vote obligatoire, qui peut être aussi la conclusion de cela, et la transformation de la vie politique, sans oublier la modernisation du vote.
dans notre pays. Je pense que d'autres grandes démocraties ont montré qu'on pouvait lutter en partie contre l'abstention par des moyens plus modernes d'appel donc au vote des citoyens. Il nous faut aussi, pour ce qui nous concerne, démocratiser le pouvoir exécutif et, pour être très clair, déprésidentialiser la République, surtout avec le président actuel. Et la manière dont, très centralisée, qui est la sienne, assez pyramidale pour ne pas dire plus que cela. Un rééquilibrage donc de nos institutions doit être, pour ce qui nous concerne, opéré avec le renforcement du rôle du Premier ministre. La suppression ou la restriction de certains pouvoirs du président. Le rôle essentiel doit être confié au Premier ministre qui dirige la politique de la nation, selon la Constitution. Affirmation aussi du pouvoir judiciaire, mise en place d'un double parrainage citoyen et élu pour contourner les difficultés du système actuel du parrainage que j'évoquais tout à l'heure. Donc là aussi, des propositions très concrètes que vous retrouverez dans le document final. Enfin, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, revaloriser la place du Parlement qui a été prise en considération dans une très grande et, j'ai envie de dire, belle réforme de Nicolas Sarkozy de 2008. Même si à l'époque mes amis politiques n'en avaient pas voté, je considère que il y a eu des avancées, mais des avancées partielles. Notamment, ça a été évoqué à plusieurs reprises sur le RIP, le référendum d'initiative partagée. Donc, le Parlement a retrouvé des couleurs formelles, mais aujourd'hui, on s'aperçoit de plus en plus qu'il perd réellement du pouvoir par rapport à un exécutif que je qualifierais d'envahissant. C'est un euphémisme. Donc, le parlementarisme rationalisé, qui est la marque de fabrique du général de Gaulle, doit être, et de Michel Debré, doit être, à mon avis, revisité. Et des propositions concrètes sont aussi contenues dans notre proposition. Et enfin, donner aux chambres une plus grande maîtrise de la procédure législative, ainsi qu'un rôle accru en matière de contrôle et d'évaluation. Voilà les ajouts que nous voudrions voir pris en considération, mais j'ai bien noté que les 20 propositions d'évolution institutionnelle aujourd'hui, si je voulais résumer de manière facétieuse mon propos, finalement, nous répondons à des questions qui ne se posent plus. Puisque nous évoquons depuis 7 ans une réforme constitutionnelle qui, comme dans le désert des Tartares, n'arrive jamais, ou arrive très tardivement, en l'occurrence. Donc c'est bien que le Sénat ait pris ses responsabilités, mais sachons quand même remarquer que nous sommes un peu en décalage avec la capacité réelle du président de la République de pouvoir réformer cette Constitution. Merci, Président. Président, Marseille, pour le groupe de l'Union centriste qui avait travaillé avec Philippe Bodka, si les collègues en sont d'accord, Maryse Carrère ayant une obligation, on pourrait inverser l'ordre, j'allais dire protocolaire, voilà, pour lui permettre de s'exprimer. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame, Messieurs les présidents, je vais être très rapide, hein, je ne vais pas refaire les débats que nous avons eus. Effectivement, pour prolonger ce que disait le Président Kanner, sur la forme, on peut que se réjouir du travail qui a été effectué. Je ne suis pas totalement sûr qu'à l'Assemblée nationale, on puisse faire un travail de même nature. En tous les cas, ça fait longtemps déjà que ce groupe de travail, Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, a examiné toutes sortes de sujets qui ont donné lieu donc à ces conclusions auxquelles je me rallie, bien sûr. Juste quelques observations. La première, pour revenir effectivement sur le rôle du Parlement et notamment l'article 45. Il y a un vrai sujet d'interprétation de l'article 45 et il faut, mais je crois que Monsieur le Président, vous avez entrepris les discussions nécessaires pour que le Parlement, Assemblée et Sénat puissent, avec le Conseil constitutionnel, éclaircir cet aspect des choses. On ne peut pas continuer à avoir une interprétation aussi étroite de l'article 45 qui confine à ne plus donner le pouvoir de la compétence d'amendement qui est fondamentale pour chacun des parlementaires. Je reviendrai aussi très rapidement sur un sujet que nous avons évoqué, mais qui est subsidiaire par rapport à nos travaux, c'est l'organisation de nos propres travaux. On voit bien ce qui marche et ce qui ne marche pas entre les semaines d'initiative parlementaire, les semaines de contrôle, les semaines
gouvernementale. Il y a certainement mieux à faire et à rationaliser. Je pense que c'est un sujet sur lequel nous aurons à revenir en interne. De la même façon que nous l'avions évoqué, mes chers collègues, prendre en considération les outils de la modernité, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, pour encadrer cet aspect des choses. Pour les élections, bien entendu, qui ne voit qu'avec l'apparition de l'intelligence artificielle, à quelques jours, par exemple, d'une élection majeure, l'élection présidentielle, pourrait avoir affaire à des fakes, à toutes sortes d'intrusions, et venant d'États même, puisque ce sont les États souvent qui sont derrière ces manipulations. Et comment pourrions-nous nous y opposer et comment réagir? Également, les problèmes de financement de la vie publique. On voit bien les difficultés avec le monde bancaire d'aujourd'hui et l'idée d'une banque de la démocratie qui s'appuierait sur la Caisse des dépôts en particulier, qui faciliterait ce qui est une action particulière, c'est-à-dire l'élection et la nécessité du recours aux banques pour tous les candidats. Et puis, un dernier mot sur ce et le rapporteur l'a rappelé, ça n'a pas fait l'objet de conclusion, ça va faire l'objet de la poursuite de certains travaux, mais ils sont d'actualité puisqu'il s'agit de la Calédonie, de Mayotte et évidemment de la Corse. Puisque nous sommes susceptibles d'être réunis à Versailles avant le 1er juillet pour la Calédonie, en fonction des votes qui vont intervenir. Le sujet de Mayotte est un sujet brûlant. Bruno, je crois que tu y étais il y a quelques jours encore, qui ne voit qu'à Mayotte, il y a une situation extrêmement dégradée et donc qui nécessite une action rapide. Et puis le problème du statut de la Corse, qui est un problème ancien, mais qui est toujours d'actualité et qui emporte des conséquences qui peuvent être extrêmement importantes sur le plan juridique, puisque quand on parle de communauté, qu'on a affaire aux autres régions métropolitaines ou à d'autres régions ultramarines, eh bien, on voit bien les conséquences que tout cela peut avoir sur notre édifice juridique. Voilà en quelques mots, Monsieur le Président, ce que je voulais dire, et je vous remercie de votre écoute. Merci, Monsieur le Président. Avec la gentillesse des collègues d'autres groupes, Paris Carrère. Merci. Merci, Monsieur le Président, et merci, chers collègues, de bousculer l'ordre de parole des groupes, puisque je dois prendre un avion et rentrer dans les Hautes-Pyrénées, étant le département le plus éloigné. Et il y a le président de... C'est très tendance en ce moment avec le président chinois que je vais croiser sur la route, sûrement à l'avion. Merci, Monsieur le Président du Sénat, pour cette initiative de groupe de travail important qui a fait l'objet, vous l'avez dit, des réunions. C'est à votre initiative et sous votre présidence que nous avons mené ces travaux. Je remercie aussi le rapporteur, François-Noël Buffet, et les membres du groupe pour la qualité du travail, bien entendu, qui a été rendu. Alors, pour le RDSE, ce n'est pas moi qui ai participé au groupe de travail, mais l'ancien président Jean-Claude Requier et puis Henri Cabanel, voilà, vice-président, qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Alors bien sûr, pour le groupe RDSE, cette réflexion, elle était nécessaire dans un contexte de crise de confiance que l'on a beaucoup évoqué, avec la multiplication des crises sociales, avec un niveau élevé de l'abstention à chaque élection. La crise des vocations aussi pour l'exercice des mandats publics, en particulier les mandats locaux que l'on sent poindre, puisque nous avons fait une mission récemment sur le sujet, et ce qui me paraît extrêmement difficile, voire dangereux, de voir aujourd'hui une crise de vocation pour l'exercice des mandats, notamment de maire. Une montée des extrêmes aussi sur l'échiquier politique et un chiffre qui interpelle, c'est qu'aujourd'hui seulement 65% de nos concitoyens considèrent le régime démocratique comme irremplaçable. C'est un chiffre qui peut nous interpeller et c'est pour ça que notre réflexion était nécessaire dans ce contexte-là. Le RDSE donc a participé de façon assidue à ce groupe en essayant d'apporter quelques réponses, même quelquefois modestes, même quelquefois des
propositions qui ont pu décoiffer. C'était important aussi pour nous de pouvoir nous exprimer. Nous avons aussi regardé avec bienveillance l'ensemble des mesures qui ont été proposées et nous avons eu quelques points de désaccord, ce qui est tout à fait normal, mais globalement nous sommes d'accord avec la majorité des points que vous avez abordés, Président et François Noël. Sur le statut de l'élu notamment, le groupe RDSE a souscrit à l'ensemble des recommandations faites en matière de protection des élus, en particulier l'amélioration de la protection fonctionnelle. Puis nous avons tous par la suite co-signé une proposition de loi sur le statut de l'élu que nous avons votée à l'unanimité il y a quelques semaines. Sur les questions sur lesquelles nous ne sommes pas tombés d'accord, c'est la question sensible du cumul des mandats. Le RDSE est majoritairement défavorable au retour à la situation antérieure. Bien sûr, nous sommes conscients que l'exercice d'un mandat d'élu local, il est une véritable plus-value pour un mandat national, un mandat parlementaire. Malheureusement, la Constitution nous interdit de pouvoir imposer d'avoir un exercice de mandat d'élu local avant de pouvoir prétendre à un exercice de mandat national. Mais aujourd'hui, je pense que, comme l'a dit mon collègue Patrick Kanner, il y a la possibilité de cumuler un mandat exécutif, un mandat local, il n'est pas exécutif, mais un mandat local, qui permet de garder cette connexion aussi avec le territoire. Et puis surtout aujourd'hui aussi, ce qu'on constate, c'est une activité législative accrue qui ne permet pas aux parlementaires d'avoir un temps sur sa circonscription aussi important qu'avant, parce qu'on a vraiment un temps législatif aujourd'hui qui nous occupe grandement avec un accroissement de cette activité législative. Donc voilà pourquoi nous ne sommes pas forcément favorables au retour au cumul d'un mandat national avec un mandat d'exécutif local. S'agissant de la démocratie participative, on est bien sûr favorable à un accès plus ouvert au référendum national et qui paraît indispensable tout en préservant bien sûr aussi le principe de l'expression du peuple par ses représentants élus. Et vous savez combien le RDSE peut être attaché à la démocratie représentative. S'agissant des grandes institutions, tout ce qui va dans le sens de plus de transparence et du strict respect de la séparation des pouvoirs aussi, nous pouvons qu'y adhérer et nous sommes comme je le disais tout à l'heure, attentif aussi à la possibilité que nous aurons demain de remobiliser les citoyens pour revenir aux urnes. Alors nous avions aussi quelques propositions qui décoiffent, je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous avions proposé la possibilité de revenir au septennat, mais unique. Voilà, pour peut-être donner au chef de l'État le temps de mettre en place des politiques publiques et de peut-être voir aussi leur effet et de ne pas être sous le joug des mois qui passent parce que 5 ans, visiblement, ça passe très vite. En tout cas, c'était une proposition qui décoiffait peut-être un petit peu. Et puis une autre proposition aussi d'Henri Cabanel qui pouvait être intéressante en termes de mobilisation aussi des élus et des élus municipaux notamment, c'était donner la possibilité à tous les élus municipaux d'être grands électeurs pour les élections sénatoriales, comme le sont tous les élus municipaux des communes de plus de 9000 habitants. Aujourd'hui, tout le conseil municipal peut voter. Ce n'est pas le cas dans les communes en dessous de 9000 habitants. Donc c'était aussi une proposition que nous aurions pu défendre et qui permettait peut-être de remobiliser les citoyens dans l'exercice d'un mandat local. Malgré ce travail que nous avons fait, il y a des mesures qui devront peut-être être regardées dans des enjeux plus globaux demain. C'est bien sûr le sujet de l'équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Mes collègues en ont parlé, que la réforme constitutionnelle de 2008 n'a pas fondamentalement changé. Comment aussi freiner la tendance à la prépondérance et à la centralité du chef de l'État au sein des institutions. Quel nouvel acte de décentralisation aussi nous pouvons donner aux élus locaux, sans parler de grands chamboulements, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que les grands chamboulements en termes de décentralisation, ils ont bien déstabilisé les institutions locales et je pense qu'il faut quand même que l'on ait un nouvel acte de décentralisation suffisamment léger mais important pour que l'impact des décisions réglementaires et budgétaires de l'État sur les collectivités locales ne soit pas important et ne soit pas aujourd'hui
conflits non maîtrisés. Et c'était le but de la mission que nous avions fait avec le RDSE en 2023, de l'impact des décisions réglementaires et budgétaires de l'État sur nos collectivités locales. Et puis, vous connaissez aussi les dada du groupe RDSE, et notamment comment demain contribuer plus activement à remobiliser nos jeunes à la citoyenneté et à la vie publique, à l'exercice plus soutenu de ses droits civiques. Et c'est un sujet qui est porté par notre groupe et que nous continuerons à porter. Vous pouvez compter sur nous. Merci. Merci Madame la Merci Présidente. de me libérer. Bon retour. Le président pour le Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants, Jean-Baptiste Lemoyne, qui a participé à nos travaux. Après, Alain Richard. Merci beaucoup, Monsieur le Président. François Patria. Effectivement, sous la houlette bienveillante de François Patria, j'ai donc représenté le groupe au sein du groupe de travail, succédant ainsi à Alain Richard, qui avait, lui, participé dans le précédent mandat. Pour ce qui concerne le groupe du RDPI, donc le Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants, ce qui nous a guidés, c'était l'idée de pouvoir redonner de la force à chacun des pouvoirs. Si on prend le contexte que nous pouvons connaître aujourd'hui, il y a un sentiment diffus et hélas grandissant dans l'opinion publique selon lequel l'action publique serait parfois peut-être peu de choses par rapport à de grandes forces, de grandes tendances ou économiques ou géopolitiques. À cela s'ajoute que nous sommes, et le président Marseille l'a évoqué à l'instant, dans un monde d'immédiateté où les réseaux sociaux font leur œuvre, et ce n'est pas toujours pour le meilleur. Et dans ce contexte-là, les hommes et les femmes politiques semblent peut-être de plus en plus soumis à une forme d'obsolescence programmée. Et donc avec ce contexte, à la fois sur les grandes tendances internationales, économiques, sur l'immédiateté qui prend le pas sur le fond, il est important que les pouvoirs dans notre pays puissent agir pleinement, que des pouvoirs ne soient pas des pouvoirs empêchés, qu'ils ne soient pas des pouvoirs qui se neutralisent, car sinon c'est l'immobilisme et ce n'est pas supportable à la fois pour nos concitoyens et puis pour les hommes et les femmes politiques qui s'engagent pour agir. Et c'est avec cette idée-là que nous avons participé au groupe de travail, et je veux remercier le président Larcher, le rapporteur, pour le fait d'avoir effectivement largement laissé le temps au débat, et y compris aujourd'hui en permettant au groupe de présenter leurs contributions. Et donc si je décline ce fil rouge de redonner de la force à chacun des pouvoirs, ça veut dire que, par exemple, pour redonner des pouvoirs aux citoyens, nous avons naturellement appuyé l'abaissement du seuil pour le référendum d'initiative partagée, pour qu'il puisse être plus facilement mis en place, déclenché. Redonner de la force également aux collectivités locales, cela signifie que nous avons été également en soutien, en appui des dispositions visant à mieux cadrer la responsabilité pénale des élus, à également élargir la protection fonctionnelle, parce que les élus locaux ne doivent pas se sentir parfois, avoir un frein à l'action de crainte d'eux. Et de ce point de vue-là, les propositions 9 et suivantes vont tout à fait dans le bon sens. S'agissant des collectivités locales, on pourrait d'ailleurs réfléchir à d'autres aspects pour que celles-ci puissent agir pleinement. La rédaction actuelle de l'article 72.2 de la Constitution sur l'autonomie locale d'un point de vue des finances locales, je trouve, pourrait peut-être être visitée. On voit que le Conseil constitutionnel, en tous les cas, aujourd'hui, on a une interprétation qui fait que, hélas, il y a de moins en moins de leviers local, et je crois que nous pourrions continuer à y réfléchir. Et puis, s'agissant des collectivités locales, pourquoi pas inscrire pleinement dans le marbre de notre Constitution un jour cette notion de subsidiarité, puisque la subsidiarité, c'est bien ce qui doit organiser les pouvoirs, faire en sorte que ce qui doit être fait au plus près du citoyen le soit, et que ensuite, eh bien, si ce n'est pas le cas, ça puisse remonter. Faire en sorte que eh bien, le pouvoir également législatif soit pleinement un pouvoir, c'est ce qui fait que nous avons soutenu également la proposition relative
à l'élargissement de la recevabilité des amendements. C'est vrai que cette histoire de l'article 45 est un vrai sujet de préoccupation et qu'il peut brider l'initiative législative. Et très clairement, nous étions là en appui. Enfin, je terminerai par là, faire en sorte que le pouvoir exécutif, lui aussi, puisse agir, c'est peut-être ce qui nous a amené parfois à avoir quelques nuances avec la majorité au sein du groupe de travail, nuances sur les propositions relatives à l'encadrement des ordonnances, parce qu'on voit que c'est un moyen d'agir vite et fort, qui est d'ailleurs tout à fait dans l'esprit gaullien et qui mérite, je crois, d'être préservé. Et puis nuance aussi sur la proposition faite relative aux nominations par le pouvoir exécutif, puisque en fait, la proposition qui est faite revient à confier un veto à l'une des deux chambres. Et il nous semble que, comme le président Retailleau le signalait à l'instant, si le législatif doit pouvoir légiférer, eh bien l'exécutif doit pouvoir également pourvoir au poste exécutif, sans non plus être systématiquement entravé par une seule des deux chambres. Voilà un peu ce qui nous a guidés. Je rajouterai que dans la contribution que nous avons faite, nous avons également insisté sur la meilleure prise en compte des Outre-mer dans notre Constitution. Vous savez, nous sommes un groupe qui comporte un nombre important de représentants des territoires ultramarins. C'est ce qui fait aussi que la France est un pays monde, un pays qui est en contact avec l'ensemble des continents de par le monde. Et il nous semble qu'il serait utile de peut-être revisiter, compléter le préambule de la Constitution, qui est peut-être un peu daté de ce point de vue-là, et surtout consacrer un titre de la Constitution spécifiquement à nos Outre-mer. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des articles. Ces articles, on pourrait les réunir dans un titre pour ainsi consacrer véritablement leur rôle important pour notre pays. Voilà, Monsieur le Président, quelques éléments que je verse également à l'attention des journalistes. Merci. Je dois excuser le groupe communiste républicain citoyen écologiste, c'était Eliane Assassi puis Cécile Cukierman, dont nous souhaitez que je vous renvoie à leur contribution que vous avez trouvée en annexe. De même pour les indépendants République et Territoire, Claude Maluret. Donner la parole au groupe Écologie, Solidarité et Territoire, qui a commencé son travail avec le président Gontard et a poursuivi avec Yannick Jadot depuis le renouvellement. C'est Yannick Jadot. Oui. Merci, Monsieur le Président et rapporteur. Déjà, infiniment merci. Effectivement, j'ai succédé dans ce groupe à Guillaume Gontard, notre président, et ça a été toujours un travail de qualité, incroyablement de qualité, très riche, et avec des nuances, évidemment, c'est la noblesse de la politique, mais avec beaucoup de respect et de qualité dans un moment où nous sommes toutes et tous extrêmement inquiets de la défiance vis-à-vis de la politique, un sentiment d'affaissement de notre démocratie dans un monde particulièrement instable où nos concitoyens se sentent en insécurité locale et globale et en insécurité individuelle et collective. Donc effectivement, repenser nos institutions et potentiellement la Constitution, c'est très utile. Il n'y a pas de bonne réforme ou de mauvaise réforme de la Constitution. Il y a des réformes de la Constitution et c'est finalement ce qu'on y met. Pour rappel, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, qui est un peu la Bible de notre collègue Retailleau, dit bien un peuple... 1793, hein, j'ai bien dit un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer la Constitution. Une génération ne peut assigner à ses lois les générations futures. Et donc, on a ce chantier. Et pour nous, écologistes, la question est évidemment de remettre de la démocratie à peu près partout. C'est ça qui va redonner confiance dans nos institutions et qui va rendre notre société dynamique et bienveillante. Donc démocratie locale avec la banalisation des référendums d'initiative locale pour que finalement ça ne soit pas en permanence une forme de plébiscite, mais une habitude de travail, évidemment entre les élections. Le RIP, ça a déjà été dit, et on soutient l'abaissement du seuil. Et puis la démocratie au Parlement. Nous considérons qu'il faut absolument déprésidentialiser notre système politique, nos institutions. Le président Larcher l'a abordé. Nous soutenons fondamentalement un scrutin proportionnel à l'Assemblée nationale. Certes,
ça n'est pas totalement de notre compétence, mais c'est aussi la réforme des institutions, pas tant pour la représentativité des différentes forces politiques, c'est important, mais c'est surtout un changement d'esprit dans notre République. L'idée qu'au fond, on fait de la politique aussi pour faire des compromis. Alors on nous dit toujours, ah bah écoutez, à l'Assemblée nationale, c'est la proportionnelle par hasard ou par effraction ou de fait. La réalité, c'est que personne n'en a tiré les conséquences. Dans un système à la proportionnelle, on se construit en compromis, on se construit pour, à la fin, potentiellement avoir des coalitions. Il n'y a pas de coalition à l'Assemblée nationale. C'est bien que ça n'est pas le système proportionnel à l'Assemblée nationale. Et il nous faut penser ces compromis, il nous faut penser une autre façon de faire du débat politique, parfois comme au Sénat, pour justement aussi redorer le blason du Parlement et lui donner tout son pouvoir. Ah, vous avez un petit sujet. Voilà. Un petit sujet de hauteur des micros. Bien, il faut s'adapter finalement. Donc, la proportionnelle, évidemment, ça s'inscrit dans l'inversion du calendrier, ça a déjà été mentionné. Et puis, comme l'ensemble des groupes de gauche, nous ne sommes pas pour la fin du cumul des mandats entre un mandat de parlementaire et la direction d'un exécutif. Voilà, donc je fais très court. Vous verrez que dans notre contribution, on a d'autres sujets que nous amenons sur la reconnaissance du vote blanc, sur le vote électronique, le vote par correspondance, pour faciliter effectivement le vote. Il y a d'autres propositions qui permettent de faire vivre la démocratie. Enfin, un dernier commentaire à Bruno Retailleau sur les conventions citoyennes. Alors, je peux vous dire que composer une convention citoyenne, c'est un modèle sociologique extrêmement complexe, c'est pas la courte paille, ça doit être représentatif. Et je trouve que malheureusement notre président de la République a usé et abusé de toutes les nouveautés de la démocratie participative sans en tirer les leçons, sans en tirer les apports. Et donc il faut faire confiance aux Françaises et aux Français tout en renforçant le rôle du Parlement. Merci. Merci. Je voudrais remercier l'ensemble des collègues qui ont contribué à ce rapport, ceux qui viennent de rapporter. Et je voudrais vous dire que ce rapport, avant que, si vous avez des questions, ce rapport sera donc transmis au président de la République, au Premier ministre, à la présidente de l'Assemblée nationale, pour exprimer les positions du Sénat dans la perspective d'une évolution institutionnelle. Comme je l'ai dit dans le préambule, tout n'a pas été, j'allais dire, conservé, puisque c'est la règle de la majorité, que pour la question des Outre-mer, c'est un sujet qui viendra pour la suite et que nous aurons des rendez-vous, notamment pour les Outre-mer, mais pas que pour les Outre-mer, pour des collectivités territoriales et qui viendront par la suite. Mais c'est un apport et une contribution du Sénat qui est la seule qui, à ce jour, existe par rapport à ce qui avait été évoqué notamment par le président de la République pendant la campagne présidentielle du printemps 2022. Des questions pour les collègues présents? Oui. Bonjour, Antoine Maignan pour l'AFP. Peut-être une question pour vous, Monsieur le Président, ou pour le rapporteur. Vous avez donc des propositions. Est-ce que maintenant qu'elles sont faites, est-ce que vous comptez les porter auprès de qui? Est-ce que ça peut amener une proposition de loi constitutionnelle du Sénat? Est-ce que c'est simplement pour dire à l'exécutif ce que le Sénat est prêt à voter? Voilà. Quel est l'avenir de ces propositions? Merci. Il est absolument clair. Il est absolument clair que ces propositions, nous ne souhaitons pas qu'elles restent lettres mortes. Le président de la République a annoncé à plusieurs reprises une réforme constitutionnelle. Voici une contribution formalisée, claire, qui, le président vient de le rappeler, sera envoyée évidemment au président de la République ainsi qu'à la présidente de l'Assemblée nationale. Nous attendrons éventuellement un potentiel retour, une sorte de délai d'attente, mais peut-être qu'il conviendra le moment venu que nous prenions l'initiative, bien sûr, si on veut que les choses avancent. Il n'y a pas de raison que nous ne prenions pas une initiative. Mais la première étape, c'est d'abord cette contribution au cas où le président de la République est lui-même une initiative.
Si tel n'était pas le cas, nous prendrions à ce moment-là nos responsabilités, bien sûr. D'autres questions? Vous présentez-vous, oui? Oui, bonjour, Muriel Jean, France Télévisions. J'ai pas tout lu, j'ai peut-être pas tout écouté, mais est-ce qu'il y a vraiment des choses propres pour les sénateurs puisqu'on est au Sénat? Qu'est-ce que vous préconisez comme changement pour le Sénat, pour les sénateurs? Il n'y a pas... je vais peut-être me lever parce que je ne vous vois pas, je suis confus, excusez-moi madame. Je vous en prie, c'est gentil à vous. Il n'y a pas de choses spécifiques pour les sénateurs, en dehors peut-être de l'organisation même des débats en séance et de la manière dont on peut aborder nos propres débats en séance. Mais il n'y a pas de choses spécifiques. Ce qu'on n'a pas appréhendé, mais le président l'a dit, c'est l'élection à la proportionnelle parce que c'est l'Assemblée nationale et qu'on n'a pas voulu s'en occuper. Mais pour le reste, ça concerne l'ensemble des parlementaires. Lorsque l'on parle de la responsabilité pénale des élus, ça concerne l'ensemble des parlementaires. Lorsque l'on parle des sujets liés à l'application des dispositions de l'article 45, c'est un exemple, ça concerne l'ensemble des parlementaires. Donc ce n'est pas un texte ou une proposition uniquement pro-Sénat, si vous voulez. C'est l'initiative du Sénat parce que le président l'a souhaité, et bien évidemment, il a bien eu raison de le faire. On a cette proposition qui est sur la table, qui a vocation à s'appliquer à tous les parlementaires. Oui, bonjour. Pierre Duquesne de Contexte. Dans vos propositions, il y a une certaine une portion des propositions concernant la procédure parlementaire. Or, vous n'évoquez pas la question de la législation en commission ou de la réduction du nombre d'amendements, par exemple. Pour quelles raisons? Est-ce que je sais que vous travaillez, en tout cas que la présidence travaille sur ce sujet avec Yael Braun-Pivet. Pourquoi n'avoir pas abordé ce sujet dans ce groupe de travail? Et la deuxième question, c'est hier, Laurent Fabius a évoqué aussi qu'il était plutôt favorable, notamment au fait de ne pas donner la possibilité aux anciens présidents de la République de siéger au Conseil constitutionnel. Est-ce que vous pensez que sur des mesures comme celle-ci, ça peut avancer, déboucher, ça rejoint la question précédente, puisqu'il y a le Conseil constitutionnel lui-même semble enclin à apporter la proposition? Sur les travaux menés parallèlement avec l'Assemblée nationale, c'est la première partie de votre question. La présidente de l'Assemblée nationale a essayé. Il y a eu une première réunion et puis il n'y a pas eu de deuxième réunion conclusive. Nous avons pu mener 10 réunions et je remercie vraiment tous les groupes politiques parce que ce n'était pas évident sur l'ensemble des sujets que nous avons procédé avec une méthode de nous écouter les uns les autres, de partager, de débattre et ensuite de voter. Et il y a eu des majorités qui se sont dégagées et vous avez le résultat des votes majoritaires. Ce résultat des votes majoritaires ne nous a pas permis de traiter, je l'ai dit tout à l'heure, quelques-uns des sujets qu'il faudra, je le pense, à un moment traiter. On a abordé le Conseil supérieur de la magistrature, par exemple, comme un des sujets. J'ai évoqué aussi l'affaire de la Cour de justice de la République, qui faisait partie de la première proposition du président de la République et sur lequel j'ai évolué. Je pense que la seule chose qui mérite d'être modifiée en l'état, c'est la chambre de l'instruction, pour que ça fonctionne bien. Naturellement, je souhaite qu'on puisse avancer un jour avec l'Assemblée nationale sur ces sujets. C'est pour ça que la question, pour répondre, c'est pas une affaire sénato, c'est Sénat. C'est vraiment l'évolution du fonctionnement du Parlement, du fonctionnement des collectivités territoriales et des élus, et des relations avec l'exécutif. C'est ça qui est au cœur du rapport que nous avons fait. Bonjour, Jean-Michel Lamy. Oui, sur les anciens présidents de la République, pardonnez-moi, c'était déjà, ça a été voté, c'est dedans. Regardez dans le dépliant, je n'ai plus le numéro de la proposition, mais elle est présente. Hein? Et sur la LEC, on y travaille en modifiant notre règlement. Oui, oui. La LEC, c'est autre chose, ça ne dépend pas de la Constitution. Oui. Sur les amendements La aussi. LEC et les amendements. Oui, oui. Sur les amendements Ouais. aussi, C'est un autre groupe. Oui. Merci. du Sénat. Oui. Non, c'est interne à la maison. Oui. Oui, bonjour, Jean-Michel Lamy, nouvel économiste. Il y a un trou noir au sein du Parlement, voire de la République, la commission mixte paritaire. Alors vous avez gagné du pouvoir, entre guillemets, suite à la majorité présidentielle relative à l'Assemblée nationale. Comment vous voyez le fonctionnement de cet objet relativement obscur? C'est pas un trou noir. C'est au contraire ce qui permet éventuellement de faire aboutir
des convergences, des textes, de s'enrichir mutuellement et qui donne du sens au bicamérisme. C'est ça la commission mixte paritaire. Simplement, nous réfléchissons, et c'est une réflexion que nous menons actuellement au Sénat, une réflexion qui, je le sais, est partagée par la présidente de l'Assemblée nationale, de faire fonctionner nos commissions mixtes paritaires dans de meilleures conditions. Je pense notamment qu'une commission mixte paritaire, c'est des parlementaires des deux chambres qui débattent, qui choisissent et qui doivent être un petit peu préservés des influences extérieures pendant leur temps du débat. Je ne dis pas que la vocation est d'être totalement conclave, mais en tous les cas, de n'avoir la présence de l'Esprit Saint qu'à certains moments, n'est-ce pas, Monsieur Retailleau? Mais non, mais il voit bien à quoi je pense. Et je le dis, je pense qu'il faudra un règlement en commission mixte paritaire. Sylvie Vermeillet, vice-présidente du Sénat, il travaille actuellement. Elle va voir chacun des présidents de groupe, des présidents de commission. Ce n'est pas le seul sujet qu'elle a à traiter. Elle en a bien d'autres, mais c'est un sujet avec lequel elle va échanger, notamment avec la présidente de l'Assemblée nationale. Voilà, pour répondre, ce qui n'est pas un trou noir, c'est au contraire, quelque part, un lieu d'où émergent des synthèses. Peut-être une dernière question. Dans le rapport, il y a un chiffre qui est assez éclairant, qui mentionne que la procédure accélérée a été utilisée dans 100% des textes qui ont été présentés depuis 2022, enfin depuis juin 2022. Oui. Quel est votre... Bon, même si sur la fin de vie, on sait que le gouvernement a déjà annoncé que ce ne serait pas une procédure accélérée, ce qui serait l'exception, mais quelle remarque faites-vous là-dessus? Nous ne sommes pas des fanatiques de la procédure accélérée. Il peut y avoir des cas particuliers où il faut légiférer en urgence. On l'a fait. On l'a même fait en moins de 14 jours au moment du texte sur la crise sanitaire. On a été capable, le Parlement, de voter dans des délais records un certain nombre de mesures, mais nous ne souhaitons pas que ça devienne le principe. Pour une raison simple, c'est que nous privilégions le temps de la discussion et le temps de l'analyse. Et lorsque vous êtes sur des textes très importants, extrêmement contraints, c'est insatisfaisant. C'est insatisfaisant sur le fond et sur les conditions de travail par ailleurs, mais surtout sur le fond. Donc, moins il y en aura, mieux ce sera. Encore faudra-t-il peut-être déterminer ou trouver le moyen que la définition, enfin le choix ou la décision qui est prise soit un peu plus motivée qu'aujourd'hui. Il y a un autre sujet qu'on n'a pas évoqué, mais qui est dans le rapport, mais tout de même qui est important, c'est celui notamment non pas des projets de loi, mais des propositions de loi, en particulier avec l'absence d'études d'impact. Ça nous pose une vraie question. Et il est assez clair que les propositions de loi qui sont sous-traitées par le gouvernement auprès d'un certain nombre d'honorables parlementaires, sympathiques soient-ils, elles sont privées d'études d'impact, sont privées d'avis du Conseil d'État. Ça nous oblige à faire le travail à la place. Donc ça, c'est regrettable. Mais c'est aussi la même chose pour les amendements. On n'a pas évoqué le sujet, mais les amendements déposés par le gouvernement, y compris jusqu'à la dernière minute d'ailleurs en séance, puisque c'est le seul qui peut déposer des amendements en séance, eh bien là aussi on a un sujet, on veut redéfinir un peu les choses. Il peut y avoir des cas parfaitement légitimes qui sont sans conséquence sur le fond. Ça ne pose pas de problème dans l'absolu. Mais il y a des cas où on peut avoir des éléments nouveaux, des sujets nouveaux qui arrivent, et on n'a pas d'éléments d'appréciation. Et on doit se décider dans des délais extrêmement courts, pour le coup, qui peuvent être de l'heure ou de la demi-journée, puisque l'amendement arrive en séance. Ça, c'est pas possible. Donc il faut qu'on travaille aussi là-dessus. Donc on est tous volontaires pour des procédures qui soient, certes, parfois rapidement menées, parce que le sujet le mérite, mais qui pour l'ensemble restent des procédures normales qui laissent le temps au Parlement de faire son travail correctement. D'ailleurs, je reviens sur les commissions mixtes paritaires sans vouloir en rajouter, mais c'est un lieu où ça travaille. C'est un lieu où les parlementaires parlent, échangent, discutent. J'allais presque dire ferraille. Mais c'est vraiment un lieu de discussion et de débat. Et il est, à un moment ou à un autre, il est un moment privilégié en réalité. Comment ? Mais plus de 75%. Bien, mais quand vous regardez l'ensemble des textes qui ont été votés... Non, mais ça, après, qu'on voit la procédure en elle-même, certes, mais c'est un moment... C'est la commission mixte paritaire, c'est pas un trou noir. Ça, c'est très important de le dire. Et il n'est pas interdit de temps en temps de faire confiance aux parlementaires. Sofiane Rousboudjema, bonjour pour Le Monde. Une question sur la proportionnelle. La présidente de l'Assemblée nationale a fait une proposition là-dessus. Le président Macron en a parlé il y a quelques jours. Aujourd'hui, il ne fait pas partie de vos propositions, a priori.
Est-ce que ça veut dire que si le Sénat devait se prononcer, devait se prononcer sur la question dans les jours ou mois à venir, est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de majorité sur la question? C'est le président qui va vous répondre sur ce point. J'en suis heureux. J'ai répondu tout à l'heure dans mon propos. Je me relis. S'agissant de la proportionnelle que nous n'avons pas traitée, car elle concerne l'Assemblée nationale, mais je suis aussi un homme politique, donc je me suis exprimé à titre personnel sur le sujet. C'était une position que nous avions fixée en 2019, et pour ceux qui étaient présents lors de la période qui nous a conduit de 2017 à 2020, on s'en souviendra, nous étions sur une position claire. C'était d'ailleurs un débat que nous avions eu avec le précédent groupe de travail. C'était la stabilité du nombre de parlementaires, une éventualité de dose de proportionnelle et bien entendu la possibilité d'exercer un mandat parlementaire et un mandat exécutif local en même temps, source de proximité. C'était une position, d'ailleurs vous avez entendu Maryse Carrère tout à l'heure, mais je rappelle que Jacques Mézard, qui présidait le groupe, avait même déposé une proposition de loi qui fut débattue sur cette possibilité-là à l'époque, ce qui démontre que dans chacun des groupes, on peut évoluer, mais c'est aussi une réalité. Voilà. Pas d'autres questions? Merci à tous. Je voudrais vraiment remercier les collègues parce qu'une veille de 8 mai, je peux vous dire que entre les avions, les trains et tout, je remercie d'être là. Vous trouverez les positions des deux autres groupes qui pouvaient vraiment ne pas être là dans le rapport. Et je voudrais remercier François-Noël Buffet pour le travail qu'il a fait. Ça n'était pas simple. Et ceux qui nous ont entourés dans le groupe de travail, j'en vois certains au fond de la salle, qu'ils soient remerciés parce que faire la synthèse de 10 réunions, de débats qui ont toujours été débats libres. Et ça n'était pas si simple que ça. Merci à tous. Non, juste les énerver personne. Déjà ça, c'est un succès. Bon, messieurs, bon 8 mai. Hein.